Bienvenue sur le podcast L'art de l'astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle Lem, je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est un épisode exceptionnel. J'accueille mon premier invité, Bernard Duchâtel, président de l'ISAR, donc International Society of Astrological Research. Je suis ultra rouillée dans mon anglais, comme vous pouvez l'entendre. Donc, la Société internationale de la recherche astrologique, qui est une association regroupant des astrologues du monde entier dont je fais partie. Et Bernard Duchâtel est celui qui nous représente ici en France. Tous les pays sont représentés. C'est vraiment une organisation super qui permet de partager et d'échanger autour de nos pratiques. Donc voilà pourquoi je l'ai invité aujourd'hui. Et nous allons parler des nœuds lunaires. Nous allons parler de l'héritage des nœuds lunaires et de la culture actuelle autour de cette polarité en particulier. Je pense qu'on va confronter des visions qui sont assez différentes. J'espère que cet épisode va vous plaire. Vous allez voir, il est riche d'informations, mais je pense surtout qu'il va vous donner une nouvelle vision des nœuds lunaires et vous permettre aussi de creuser peut-être un peu plus autour de l'histoire des nœuds lunaires qui est passionnante. Et avant aussi que notre conversation commence, je vous invite à Google Bernard Duchâtel, qui a un blog où il partage énormément d'articles, énormément de ressources gratuites, vraiment des informations incroyablement précieuses autour de l'astrologie et autour de sa perspective, ses recherches de manière générale. Je vous mets le lien sous cet épisode et j'espère que son blog va aussi vous apporter de beaux apprentissages astrologiques. J'arrête là, je vous laisse écouter l'épisode. Je vous dis à très vite à la fin de cet épisode. Bonjour. Bonjour Bernard. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui ? Eh bien, je vais mieux depuis que Mercure a cessé de rétrograder, je dirais. Oui, je comprends complètement. C'était un peu pareil, hein, je pense, pour tout le monde. Entre les éclipses, Mercure rétrograde en simultané. Bon, là, enfin, c'est terminé. On va pouvoir profiter d'une période un petit peu plus calme avec Jupiter là qui est rentré dans le signe du Taureau, qui est en conjonction nœud nord actuellement. Ce qui est vraiment intéressant, je dois dire que personnellement, j'ai vraiment senti presque physiquement là, le passage de Jupiter. Bon, ça faisait un moment que j'attendais la conjonction de Jupiter avec Raoult, hein, sachant que c'était voilà, dans l'avenir proche. Et c'est pas tant Mercure rétrograde qui m'a dérangé, mais le fait qu'il était en même temps, il est toujours d'ailleurs opposé à mon Saturne, donc il y a une espèce de cumul qui fait on arrive à passer à travers, mais il faut vraiment beaucoup se concentrer parce que Mercure a beaucoup à voir avec l'attention, donc voilà. C'était un peu la problématique. Mais je sens que l'atmosphère s'est allégée depuis quelques jours, et entre autres sans doute par ce Jupiter en taureau
qui s'annonce en tout cas sympathique. Ah oui, oui, ça, j'en parle énormément au travers des horoscopes, au travers de tout mon travail. J'ai même fait un épisode spécial sur les nœuds lunaires dans l'axe du taureau et du scorpion. Et donc, ouais, je pense que la période va beaucoup, beaucoup nous faire de bien, comme je l'ai dit, et surtout au signe fixe. Ça, c'est la bonne nouvelle, vu qu'il y avait Uranus déjà depuis 2018, on a eu les nœuds lunaires, maintenant on a Jupiter qui vient réparer, apaiser tout ça. Bref, c'est une belle période, je pense, qui s'ouvre. Mais aujourd'hui, Bernard, comme vous le savez, je vous ai invité pour une raison précise, c'est pour parler des nœuds lunaires. Oui. Et ces nœuds lunaires, ils sont abordés de manière très différente en fonction des cultures de chacun. Ici, on a une vision extrêmement eurocentrée et très axée sur les préceptes de notre société occidentale. Donc évidemment, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va voir à quel point les visions peuvent varier, mais juste avant, j'aurais voulu que vous vous présentiez, Bernard, pour qu'on sache un petit peu qui vous êtes. Alors voilà, je suis Bernard Duchâtel, je suis aussi assez connu sous le nom de Bernard l'astrologue, tout simplement parce que j'ai vécu pas mal d'années en Inde, j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse en Inde en tant qu'astrologue itinérant, vagabond, et donc j'ai été surnommé à l'époque, et beaucoup de gens me connaissent encore comme cela, en tant que Bernard l'astrologue. Donc j'ai beaucoup étudié l'astrologie en Inde à cette époque-là, mais je suis astrologue tropical, occidental. Je ne pratique pas l'astrologie védique, même si j'ai été pas mal inspiré par cette astrologie, entre autres, et ça on en parlera sans doute, par rapport aux nœuds lunaires. Donc j'ai écrit plusieurs livres, ça fait un certain temps. J'ai publié mon premier ouvrage qui traite des transsaturniennes, c'était en 1984. Et puis depuis, enfin j'ai pas énormément publié, mais à chaque fois ce sont un peu des étapes de mes recherches, de mes travaux. Donc mon dernier ouvrage a été publié en 2015, il s'appelle L'astrologie et la mécanique de la pensée, parce que dans mon, dans mon parcours, dans ce que je cherche à comprendre et à faire comprendre, eh bien, le phénomène de la pensée est au centre de ce que nous devons essayer de transformer dans la conscience. Et pour moi, l'astrologie, en définitive, est surtout un instrument de transformation de la conscience. Donc c'est, voilà, bon, je pourrais encore expliquer pas mal de choses là-dessus, mais ça suffit peut-être. Oui, on est totalement au diapason sur notre vision de l'astrologie qui est clairement un outil de conscience et surtout un outil, ça c'est mon point de vue, pour établir un dialogue différent avec nous-mêmes et nous ouvrir des voies de réflexion, des voies d'inspiration, des potentiels, d'exploration autres, enrichissants pour se découvrir soi-même, mais aussi pour découvrir notre environnement et même réfléchir le monde à plus vaste échelle avec un autre regard, plein de poésie, plein de créativité aussi. C'est clairement la valeur que je défends de mon côté. Mais donc aujourd'hui, on va parler des nœuds lunaires et j'ai eu vraiment ressenti le besoin de vous inviter, Bernard, parce que les nœuds lunaires sont vraiment abordés de manière binaire. C'est clairement ce qui ressort aujourd'hui globalement sur tout l'axe narratif qui se dégage de ces nœuds, du type il faut que j'aille absolument vers mon nœud nord qui représente la version la plus évoluée de moi-même et que je me détache, que je me coupe de mon nœud sud qui va représenter les patterns répétitifs dans lesquels je vais m'enliser et qui va potentiellement me nuire, qui vont me nuire en fait. Il y a aussi
avec les nœuds lunaires, souvent tout un aspect karmique, vie antérieure, astrologie évolutive. Donc les nœuds lunaires seraient le chemin de notre âme. Il faudrait qu'on aille atteindre les objectifs placés par le nœud nord, qui représenterait cette nouvelle étape de notre évolution spirituelle, et ce nœud sud dont il faudrait se détourner. Donc c'est des choses, voilà, une vision tout à fait particulière, et je voulais savoir un petit peu quelle était la vôtre, Bernard. Disons que c'est un peu, il y a une vision donc qui a été un peu imposée par, je pense que le grand responsable de cette vision, qui était, cela n'empêche, quelqu'un d'extrêmement intéressant, c'est-à-dire Dain Roudiard, a un peu imposé cette vision d'une sorte de boussole. Et donc, derrière nous, la queue, ce qui semble logique, devant nous la tête, et on viendrait donc d'une sud, de la queue du serpent ou de la queue du dragon, pour aller vers la tête du dragon. Mais la problématique, c'est que ce sont des visions qui utilisent pourtant une terminologie indienne, puisque on parle de Rahu, la tête, et de Ketu, la queue, et que dans la vision indienne, ça n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que la tête aurait tendance à représenter plutôt l'ensemble des expériences, c'est-à-dire pas ce qu'il faudrait faire, mais plutôt ce que la vie, très souvent, nous impose par des rencontres, par des synchronicités, par des événements, par des circonstances, et que ces expériences, eh bien, sont liées, hein, si on se met justement dans le paysage, on pourrait dire, oriental, ces expériences sont obligatoirement liées à des formes d'anxiété, à la colère, à l'attachement, l'attachement à moi, l'attachement à l'ego, et le grand mot-clé, c'est l'insatisfaction. Donc, la vision classique orientale, c'est celle-là. Et on peut rajouter que Rahu, la tête, c'est le dévoreur du soleil. Il dévore la lumière, il dévore le soleil comme il dévore la lune. Donc cette notion un peu d'aller vers ce nœud nord est un peu étrange. Et de l'autre côté, c'est intéressant de voir que la queue du serpent, donc Ketu, toujours dans la vision indienne, est liée à la spiritualité, à la simplicité, à l'austérité, et donc à ce que nous sommes censés faire quelque part pour nous développer véritablement spirituellement. Donc c'est un peu étrange cette notion de voir le nœud nord comme quelque chose dont il faut absolument se détacher, alors que j'avais lu, enfin, je ne suis pas sanskritiste, mais une des racines de Ketu nous ramène à ce qui est élevé, au drapeau, c'est-à-dire en définitive, étrangement, au but. D'ailleurs, il y a cette notion, par exemple, que Ketu, donc le nœud sud dans la maison 12, est censé mener à l'illumination. Donc on a une vision qui est effectivement entièrement différente de cette vision qui est très commode. Parce que les gens à notre époque, on vit une époque où l'astrologie a été simplifiée énormément, et donc on est quand même toujours dans l'époque des horoscopes industriels, et beaucoup de gens aiment qu'on leur dise « Oh ben voilà, j'ai une petite méthode pour vous, j'ai une petite recette de cuisine, vous avez une boussole, vous regardez dans votre thème, vous regardez où est Raoult, et vous allez dans cette direction et tout va bien se passer. » Ce qui est évidemment commode, mais malheureusement tout à fait inexact, et je dirais même en quelque sorte dangereux. Parce que ça voudrait dire justement aller vers le lieu qui représente le plus l'insatisfaction. Donc, bon,
déblaye un peu le terrain rapidement, là, on se retrouve avec quand même des visions extrêmement différentes de toute façon. Oui, ce qui frappe, c'est vraiment la vision manichéenne au travers des nœuds lunaires où, si je viens en parler très grossièrement, le nœud nord, c'est le bien et le nœud sud, c'est le mal. Donc encore une fois, on revient à cette notion de binarité. Et j'avoue qu'on n'entend pas d'autres sources là-dessus. Enfin, c'est assez difficile d'accéder à d'autres connaissances autour des nœuds lunaires. C'est clairement ce qui vient prévaloir. Et honnêtement, c'est ce qui m'a dérangée parce que, à titre personnel, j'ai été confrontée à ces préceptes depuis le début. Hein. Je pense comme beaucoup de personnes qui s'interrogent, enfin qui s'intéressent et qui font l'apprentissage de l'astrologie, et les professionnels qui m'écoutent aussi. Et jusqu'au moment où on va se retrouver dans des circonstances voilà, très, très intimes ou personnelles, où cet axe narratif nous met dans une impasse et finalement nous limite aussi. Je pense que c'est des réflexions que vous avez eues parce que vous avez, sans indiscrétion, le nœud sud sur l'ascendant. Donc c'est des thématiques, je pense, qui ont été importantes pour vous. Ce qui revient tout le temps avec les nœuds lunaires, j'ai l'impression, c'est ce regard plein de jugement à mon sens. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du nœud sud qui est très stigmatisant. Et je pense même qu'on peut dire que le nœud sud est complètement diabolisé en fait. Je trouve que c'est très très clivant entre ce nœud nord et ce nœud sud. Et en réalité, ça marche pas vraiment comme ça. Hein. Quand j'ai entendu vos enseignements sur le sujet, on voit plutôt que c'est une collaboration en réalité. Ben, on pourrait dire que c'est que l'essentiel de la philosophie, voire de la spiritualité astrologique, peut être résumé dans le couple Rahu-Ketu, effectivement. D'ailleurs, on retrouve que nous disent au départ les hindous comme les bouddhistes, qui sont quand même les principaux représentants donc, de cette philosophie orientale, c'est que nous vivons des expériences qui sont dues au désir, qui sont dues à l'avidité, qui crée pas mal de souffrance et que cette souffrance est liée à l'attachement au moi, à l'ego, et que il faut nous détacher de ces expériences, de cet ego, pour nous épanouir spirituellement. Et en fait, voilà, tout ce qui est attachement et poursuite des expériences dans ce qu'ils appellent le samsara, eh bien, est représenté par Rahu, qui n'est pas le mal, donc, qui est juste notre désir d'expérience et entre autres très lié à l'avidité. Et tout ce qui va chercher à nous détacher, eh bien, passe par Ketu, donc par le nœud lunaire sud, qui représente effectivement l'austérité, la simplicité. Puis, c'est intéressant parce que vous parlez de mon thème. Moi, si j'ai commencé à m'intéresser très sérieusement, enfin, il y a eu des étapes, mais je me suis toujours intéressé au nœud lunaire depuis mes tout débuts d'astrologue, mais je n'avais pas tout à fait compris la dimension de Ketu. C'est en cherchant petit à petit que j'ai réussi à trouver, et entre autres parce que en fait, c'est vrai que j'ai Ketu à l'ascendant, mais j'ai surtout Ketu conjoint à Uranus. Et donc, beaucoup de choses dans mon existence, je pensais que c'était principalement Uranus. Donc, je mettais tout sur le dos d'Uranus et il m'a fallu longtemps pour comprendre qu'une bonne partie que je mettais sur le dos d'Uranus venait de Ketu. Je racontais ça à des amis astrologues il n'y a pas très longtemps, dans un colloque. J'ai un double astrologique, à peu de choses près. Ça se joue à une journée ou quelque chose comme ça, moins de 24 heures, 20 heures, je crois. Et mon double astrologique, il est très célèbre. Il s'appelle Recep Erdogan. C'est le président turc. D'accord? Donc, c'est toujours intéressant, d'accord? Parce que on a presque le même thème astral, presque, mais avec des différences fondamentales.
Et une des différences fondamentales, enfin il y en a deux, il y a le fait que lui, sa lune est conjointe à Mars, exactement sur son Mars, ce qui peut expliquer certaines choses dans son existence, mais ce qui me frappe, c'est que lui, il est inversement à moi, il a Raoult à l'ascendant. Et Raoult, que l'on... C'est un exemple qui pour moi est frappant parce que on ne peut pas juste raisonner sur de la théorie ou de la mythologie. On doit raisonner sur des exemples marquants. Et c'est quelqu'un avec Raoult à l'ascendant qui s'est fait construire, tout le monde le sait, hein, c'est pas, ce ne sont pas des fake news. Il a un palais de 1000 pièces. Il a un palais de 1000 pièces. Moi, personnellement, je vis dans un studio. Mais c'est un choix. C'est un choix. Nous avons nos choix. J'ai Ketu à l'ascendant. Je suis, on va dire, assez austère de nature. Et justement, c'est quelque chose que j'ai fini par comprendre que c'était pas Uranus à l'ascendant qui m'avait rendu comme ça, mais que c'était vraiment Ketu à l'ascendant. J'ai une certaine forme d'austérité, que ce soit dans mon alimentation, dans mes modes de vie, qui m'a toujours poursuivi, Ketu à l'ascendant. Et d'un autre côté, vous avez quelqu'un qui a Raoult à l'ascendant et qui se fait construire un palais de 1000 pièces. Oui, alors juste pour recontextualiser, c'est pas parce que on a le nœud nord sur l'ascendant qu'on va tous avoir des palais Exactement. de 1000 pièces. Hein, voilà, c'est pas aussi simple que ça. Le thème fait partie d'un écosystème à part entière. Mais du coup, pour réexpliquer ce que vous venez d'évoquer, Bernard, le nœud nord, il va toucher à tout ce qui est de l'ordre du concret, de la matérialisation, du tangible. Il va nous permettre d'amplifier vraiment de manière palpable les thématiques qu'il met en avant au travers du signe, au travers de la maison astrologique. Et le nœud sud, lui, il a plus attrait à tout ce qui est de l'ordre de l'intuitif, du sensible. Il vient spiritualiser quelque part l'espace où il est. Je ne sais pas si c'est un mot à part entière, mais voilà, je l'utilise, on m'aura compris. Donc, il vient apporter cette dimension beaucoup plus aussi même onirique, créative, sensible, enfin voilà. En fait, on peut décrire le nœud sud par un dialogue avec les mondes subtils quelque part. On pourrait le définir comme ça. Ce qui ressort aussi, c'est que chaque nœud a autant un impact qui est gratifiant qu'un impact qui est plus complexe, comme à peu près tout dans l'astrologie. Je veux dire, il n'y a pas ce côté nœud nord, c'est génial, et nœud sud, ça vient diminuer, ça vient affaiblir nécessairement. C'est plus compliqué que ça. Chaque nœud peut apporter voilà, des manifestations différentes. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut absolument rappeler. Oui. Et aussi, ce qui compte pour moi, c'est la notion de déconstruire ce clivage, en fait, entre une possibilité alignée et une possibilité désalignée des placements astrologiques, et de sous-entendre le fait que, voilà, si on vit tel placement astrologique de telle manière, c'est qu'on n'est pas aligné dans notre vie personnelle. Voilà, comme si on avait une certaine forme de responsabilité sur la totalité des manifestations astrologiques. Oui, et puis, parce qu'il y a quand même une matérialisation aussi avec Ketu, avec les deux nœuds, parce que il y a une relation, enfin, j'ai essayé de théoriser un peu cela. Le soleil, par exemple, peut représenter la conscience dans son ensemble. Et la lune, la manifestation. Hein, c'est une des visions qu'on peut avoir si on cherche à faire une sorte de cosmogonie astrologique. Et les nœuds lunaires sont très liés au monde matériel. C'est-à-dire que c'est le lien le plus évident qu'on arrive à trouver entre la matière et le psychisme. D'où le fait que dans les synastries, donc dans les comparaisons de thèmes, ou dans les synchronicités, hein, je fais beaucoup de thèmes astro de synchronicité, eh bien, on retrouve les nœuds lunaires souvent très puissamment marqués. Et ensuite,
il est vrai que les nœuds lunaires, eh bien, c'est comme Kétou, par exemple, il peut être très saturnien parce que il pousse au détachement, il pousse à l'austérité, mais il peut y avoir des exagérations. Kétou peut porter à certaines compulsions. Kétou peut aussi être lié, ça je l'ai beaucoup vu, à l'expérience de la douleur physique. C'est pour cela d'ailleurs que quand on a une vue superficielle des nœuds lunaires, eh bien, on peut avoir tendance à penser que Raoult, donc la tête, est plutôt favorable, plutôt bénéfique, alors que Kétou serait plutôt défavorable. Mais c'est parce que, et ça se prouve énormément, et c'est un peu ce que disent les hindous de toute façon, Raoult est favorable matériellement, il grossit les choses, il l'amplifie, il apporte des opportunités, mais il est défavorable spirituellement, parce qu'il attache à l'ego. Et inversement, Kétou, il est souvent défavorable matériellement, parce qu'il pousse à l'austérité, il pousse à la simplicité, il pousse au détachement. Euh, les sadhus en Inde, c'est-à-dire les moines errants, ou bien encore les sannyasis, les renonçants, appartiennent à Kétou, au nœud lunaire sud. Donc matériellement, il est, en tout cas normalement, il n'est pas très favorable. C'est plutôt le contraire. Mais spirituellement, il est favorable. Alors ouais, quand j'entends ça, moi je pense tout de suite aux éclipses, hein, parce que vu que l'astrologie prévisionnelle, c'est vraiment ce que je fais, l'usage des nœuds lunaires, je l'explore essentiellement sous cet axe-là. Et c'est vrai que globalement, les nœuds lunaires qui sont liés aux éclipses viennent marquer des points de bascule, des déclencheurs, et on voit clairement que ce soit le nœud nord ou le nœud sud, et donc le nœud nord Raoult, le nœud sud Kétou, on voit qu'il se passe des choses et que sur l'étendue des éclipses dans un axe, c'est-à-dire en général les éclipses vont rester 1 an et demi dans le même axe, on voit que ça vient créer des virages dans la vie des individus, que ce soit au niveau psycho-émotionnel ou même au niveau matériel, qui vient un peu redistribuer les cartes et revoir la façon dont les choses se sont passées jusque-là dans ce secteur en particulier. Donc c'est vraiment des enjeux déterminants qui s'opèrent à chaque fois et qui marquent cette notion de concrétisation très très palpable autour des éclipses, hein. Ça ne manque jamais, à chaque fois c'est éblouissant de voir à quel point les éclipses sont pertinentes sur le thème astral et sur la façon dont elles viennent prendre forme. C'est vrai que quand je vous écoute Bernard, j'ai la sensation qu'il y a cette notion de concrétisation en fait, hein, qui revient autour de l'usage des nœuds lunaires. Et si j'ai bien compris, et du coup vous allez me dire si c'est le cas, globalement, quand on voit le nœud nord être activé, on va avoir peut-être des expériences plus tangibles, plus palpables, hein, comme on l'a déjà dit, mais surtout peut-être une façon de mettre en lumière ou d'amplifier des thématiques en particulier qui nous ramènent à la matière, qui nous ramène à ces enjeux d'attachement, à ces enjeux de possession aussi. Et quand c'est le nœud sud qui est mis en lumière, qui est activé, on voit plus ce retour vers l'intérieur. Alors après, il y a toujours des éléments circonstanciels très, très concrets autour de ça, mais c'est comme si on pouvait être amené à certaines prises de conscience ou à une exploration intime et personnelle plus profonde et peut-être porter un nouveau regard sur ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Oui, alors disons, il y a beaucoup de choses là, dans ce que vous dites, entre autres, entre autres par rapport aux éclipses. Bon, c'est vrai que j'aime bien utiliser matérialisation. C'est la différence est subtile avec concrétisation. Mais matérialisation parce que c'est toujours ce lien entre le psychisme et la matière. Et je pense que les nœuds lunaires sont vraiment placés entre les deux. Mais le mécanisme
passe effectivement par les éclipses. Je vais vous raconter une histoire. Alors c'était en 1989, donc ça remonte un petit peu, et j'étais à la Kumbh Mela de Allahabad. La Kumbh Mela d'Allahabad, les Kumbh Mela, ce sont les plus grands rassemblements religieux du monde, hein, c'est-à-dire là, cette nuit-là, on devait être 12 millions de personnes. Et oui, oui. Et maintenant, à notre époque, ils arrivent à être 30 millions. Bon, ça, c'est l'Inde, d'accord? Mais il y a eu une éclipse. C'était une éclipse de lune. C'était une éclipse. Et c'est pas la première fois que je voyais des éclipses en Inde. J'ai même vu une éclipse de soleil quelques années avant en Inde, un total, etc. Mais à chaque fois, j'ai toujours été frappé par le fait que les hindous, quelquefois, enfin très souvent, quasiment tous, se couvrent la tête, se mettent à réciter des mantras. Et en fait, alors théoriquement, c'est pour aider le soleil ou la lune à échapper aux griffes du démon, c'est-à-dire de Raoult. Il ne faut pas l'oublier que Raoult, comme Ketu, c'est un démon qui a été coupé en deux. Et là, c'est là où j'ai compris, en les regardant, puis il y avait toute cette ambiance, ces millions de personnes, c'était très fort, on était au bord du Gange, c'est là où j'ai compris le mécanisme, en tout cas il me semble, véritable des éclipses. C'est-à-dire que tout le temps, le soleil, la lune, ce sont les luminaires, et il y a des échanges de lumière, il y a des flux de lumière qui sont en relation avec nos psychismes. Et quand il y a éclipse, il y a un arrêt. Ça s'arrête. D'ailleurs, si vous voyez une éclipse de soleil, j'en ai vu une qui se passait à 2 heures de l'après-midi, c'était hallucinant. Les oiseaux se posent, plus rien ne bouge, toute la nature s'arrête. Donc une éclipse, voilà, c'est un arrêt. Mais ça veut dire quoi un arrêt? Ça veut dire que d'un seul coup, des événements ou des germes d'événements ou des formes pensées, comme disent les bouddhistes, s'installent, se cristallisent dans le psychisme. Et à un moment donné, eh bien, ces événements, selon donc le degré zodiacal de l'éclipse, et selon ce qui se passe après dans le déroulement de la géométrie céleste, donc, eh bien, des événements vont soit se matérialiser ou se concrétiser. Parce qu'il y a ce mécanisme de cristallisation qui se passe pendant les éclipses. Et maintenant, le lien entre les nœuds lunaires et les éclipses, bon, évidemment, il est évident, c'est pour ça que les anciens, dès Babylone, depuis au moins 5000 ans, les astrologues travaillent sur les éclipses, mais ils ont découvert les nœuds lunaires justement à cause des éclipses. Donc il y a un lien d'intimité totale entre le nœud lunaire et éclipse. Donc, entre cristallisation de formes pensées, entre événements et nœud lunaire. Tout cela, c'est entièrement lié. Et à nouveau, les événements peuvent être liés aux deux. Et franchement, ça fait partie de mes recherches, je n'ai pas encore totalement compris. Voilà, je peux pas dire que je n'ai pas encore totalement compris comment ça peut passer de Raoult à Ketu ou inversement. Oui, et puis en fait, on le mesure aussi avec les éclipses. Si cette espèce de binarité ou cette dualité entre le nœud nord et le nœud sud était vérifiable, j'ai envie de dire qu'on le verrait totalement dans les éclipses et on se dirait, évidemment, là, je vais avoir, par exemple, une éclipse qui va aller sur une planète gratifiante dans mon thème astral comme Vénus ou Jupiter, ou sur une maison astrologique considérée comme gratifiante aussi de manière très très réductrice comme la maison 5, ou voilà, et me dire, ah ben, il va se passer des choses merveilleuses. Et si le nœud sud se retrouve dans les mêmes endroits, il va se passer des choses forcément destructrices ou difficiles ou voilà, vulnérabilisantes. Je pense qu'on l'aurait vu, chose en fait qui ne marche absolument pas
de cette manière. Et moi aussi, au niveau de l'astrologie prévisionnelle, quand je regarde évidemment où tombent les éclipses, je ne peux pas concrètement dire ou comprendre ce qui va se passer, si c'est gratifiant ou plus complexe. Je sais juste que les cartes vont être redistribuées et qu'il y a des événements majeurs qui vont s'opérer sur ces thématiques. Et voilà, c'est tout l'art de lire l'astrologie, que ce soit en prévisionnel ou pas. On n'ouvre que des potentiels et des possibilités. Et voilà, il n'y a pas cette binarité de le nœud nord est à tel endroit, donc ça va être génial, et le nœud sud est à tel endroit, et donc ça va être la catastrophe pour toi. Ou c'est des choses où tu vas être confronté à des situations ou des contextes qui vont être particulièrement déstabilisants. Des fois, c'est totalement l'inverse, et avec les éclipses, en l'occurrence, vu que c'est des moments dans l'année qui sont très très ciblés, on peut voir que c'est nettement plus compliqué que ça. Ça me fait penser que ces 2 dernières années, on a globalement le nœud nord qui est dans le signe du taureau, et on voit bien à quel point les thématiques du taureau ont été mises en avant dans une dimension particulièrement gratifiante, avec des vraies prises de conscience, une amplification sur toute la dimension environnementale, mais aussi toute la nouvelle économie qui est mise en avant. Mais il y a aussi cette notion de crise, il y a aussi cette notion d'avidité autour de l'économie, autour des grandes fortunes qui continuent de s'enrichir, alors qu'on est en pleine crise économique, et on voit en fait cette ambivalence hyper forte avec un nœud nord qui est censé, entre guillemets, nous montrer vers quoi on tend, mais on voit aussi qu'il vient mettre en avant, qui vient purger aussi des problématiques, et mettre en lumière des choses qui ne se passent pas forcément sous le meilleur angle. De ce côté-là, je dirais que Raoult, de ce côté-là, alors on peut faire des tas d'analogies, mais il y a une certaine analogie entre Raoult et Pluton, dans le sens de à la fois la recherche d'expériences intenses, donc la recherche des sensations. Donc forcément, Raoult en taureau a beaucoup poussé à la recherche de la sensation en elle-même, mais aussi dans le détournement, voire la corruption. C'est le côté démoniaque, entre guillemets, du nœud lunaire, c'est-à-dire, ou de Pluton. C'est-à-dire, vous avez au départ, par exemple, et je pense que c'est vrai, les énergies taureaux sont écologiques et écoféministes. Donc, très bien, et il y a eu du développement de l'écologie et de l'écoféminisme. Mais derrière il y a le blanchiment, qui va passer par regardez, nous sommes écologiques, donc blanchiment des multinationales, etc. Et le greenwashing, il est extrêmement, justement, Raoult en taureau. Donc, même les gens, et beaucoup de gens qui ont des intentions tout à fait authentiques, tout à fait louables, eh bien, se retrouvent emprisonnés, en fait, par des actions qui peuvent être souterraines, cachées, secrètes. Raoult est très lié aux manœuvres secrètes. Et là, on retrouve quelque chose de très plutonien. Parce que Pluton, c'est pareil, c'est le pouvoir, c'est la domination. Mais avec Pluton, on peut faire des choses très positives. On a besoin du Je pense que la relation Uranus-Pluton se trouve là, par exemple, où on a Uranus qui est très révolutionnaire, qui décide de changer les choses, et Pluton qui va miner ce désir révolutionnaire et transformer le révolutionnaire en tyran. Et en fait, avec Raoult, on a la même chose, on a le même type de principe. Oui, donc on transforme, on peut transfigurer les choses, être catalyseur de changement en fait. Ça a un impact. Moi, c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est cette vision hyper occidentale. Aujourd'hui, il y a un discours qui dit, par voie de fait, et c'est cohérent en plus avec le sens des nœuds nord que vous nous transmettez là, Bernard, le fait que on veuille absolument aller vers le nœud nord, et que en allant vers le nœud nord, on est amené à matérialiser plus de choses. Et ici, la traduction de ça, c'est « je serai donc aligné, je serai spirituellement aligné ». Et en fait, c'est
tout l'inverse qui s'opère ici en Occident sur l'analyse des nœuds lunaires, c'est qu'on se dit que en allant vers le nœud nord, en allant vers Raoult, on arrive à un certain niveau de prospérité qui sera la preuve de notre réalisation intérieure. Donc en fait, il y a tout cet enjeu autour de la théologie de la prospérité, hein. Il y a un mot pour ça, et c'est le fait d'associer richesse et abondance matérielle à une élévation spirituelle, sensible, et entre guillemets d'avoir été choisi par, voilà, peu importe ce en quoi on croit, mais en tout cas de recevoir parce qu'on mérite de recevoir. Et donc je trouve ça assez problématique, mais évidemment, mais je trouve ça aussi super révélateur de la société dans laquelle on vit. Donc dans cette obsession d'aller accomplir Raoult, ça cache aussi vraiment les fondements de notre culture occidentale. Oui, oui, c'est une vision matérialiste. C'est une vision matérialiste, tout simplement, une vision matérialiste de l'existence. Et qui est, bon, on sait que d'un certain côté, c'est lié au protestantisme, hein, qui a changé quand même beaucoup, bah, qui a permis hein, l'essor du capitalisme. Hein. Je crois que c'est Max Weber, je crois, qui a écrit un ouvrage là-dessus. Mais avec Raoult, cette poursuite de Raoult, c'est une poursuite matérialiste. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup l'expression matérialisme spirituel qui prédomine énormément en Occident, mais malheureusement, il faut le dire aussi de plus en plus en Orient, où l'on considère que si vous réussissez, c'est parce que les dieux sont avec vous, que vous faites ce qui est de bien, donc les dieux vous récompensent. Et c'est toujours cette notion de commerce qui intervient dans la spiritualité. J'offre quelque chose, je fais quelque chose, et je suis récompensé par quelque chose de matériel. Ce qui, quand on y réfléchit, c'est totalement anti-spirituel, justement. À nouveau, hein, il faut revenir aux bases. Dans les bases véritables, Raoult, il est favorable matériellement, mais défavorable spirituellement. C'est comme ça. Alors oui, je voulais que vous nous parliez un petit peu de cette association des divinités entre le nœud nord et le nœud sud dans la tradition indienne et dans la tradition védique, dans le sens où le nœud nord est associé aux démons et le nœud sud est associé aux dieux. Donc Rahu, nœud nord, et Ketu, les dieux, le nœud sud. Non, alors, dans le mythe, c'est-à-dire dans la mythologie, et je pense que c'est une histoire que tout le monde devrait connaître, tous les gens qui s'intéressent au nœud lunaire, parce que on a quand même un mythe qui est à la fois astrologique, astronomique et spirituel. Parce que dans les autres mythologies, en tout cas, je n'ai trouvé nulle part la naissance des nœuds lunaires dans un mythe, dans la mythologie. Et donc, dans la mythologie hindoue, ça explique énormément de choses parce que, à un moment donné, les dieux qui sont les devas ont besoin de créer le nectar d'immortalité. Ce qui veut dire que d'entrée, et on le voit dans la fin de l'histoire ou dans l'histoire, les nœuds lunaires sont liés à la quête de l'immortalité. Et pour réussir à produire le nectar d'immortalité, ils suivent les indications de Vishnu qui symbolise l'être suprême. Donc on va dire l'intelligence universelle. Et Vishnu leur dit, vous pouvez produire le nectar d'immortalité, mais vous ne pouvez pas y arriver seul. Vous avez besoin de vos cousins, les Asuras, c'est-à-dire les démons. Donc c'est dans l'histoire qu'on comprend cela, mais attention, les démons ne sont pas des démons judéo-chrétiens. Ils ne représentent pas le mal, ils représentent le matérialisme. Les démons, ce sont juste, c'est vous et moi qui aimons les expériences, qui aimons la sensualité, etc., etc. C'est cela, c'est-à-dire c'est notre partie intérieure liée à la quête des expériences.
C'est le physique, c'est le sensuel, mais ça peut être aussi la recherche du plaisir mental, intellectuel, etc., ou même du plaisir sentimental. Mais c'est la recherche des expériences enfermées dans le temps. C'est très important, cette dimension du temps. Et les dieux représentent cette partie de nous-mêmes qui se dit oui, mais il y a peut-être quelque chose de plus à la vie que la recherche des expériences, que la sensualité, que le plaisir, etc. Donc, les dieux et les démons vont s'allier pour barater la mer de lait, qu'on va dire être la Voie lactée, et c'est là où on s'aperçoit que les démons, après tergiversation, sont à la tête. Les démons sont à la tête du serpent qui sert de corde à barater. Et les dieux sont à la queue du serpent. C'est là où on s'aperçoit que les démons sont liés à Raoult, à la tête du serpent, et que donc Raoult, eh bien, représente la quête des expériences insatiables, et que les Devas représentent la capacité de trouver le nectar d'immortalité en raffinant par le sens, par la compréhension, les expériences vécues par les démons, par l'autre partie. C'est là où il y a c'est là où il y a le lien extraordinaire entre Raoult et Ketu. On ne peut pas se passer des expériences de Raoult, ce sont des expériences obligatoires, mais c'est à nous d'en tirer le sens. Et le sens va nous permettre, donc le sens qui est notre partie qui cherche le sens, c'est celle qui est liée à Ketu, à la queue, et cette partie-là va créer le nectar d'immortalité que l'on peut traduire par illumination, réalisation de soi, etc. C'est là où l'on voit que dans la naissance des nœuds lunaires, eh bien, nous avons toute une cosmogonie astrologique. On a vraiment le sens, donc, les démons qui sont prisonniers de l'attachement, et de l'attachement au moi, et de l'ego, et de la recherche du plaisir, et les devas qui cherchent, attention, ils ne sont pas parfaits du tout, mais ils cherchent à se libérer de cet attachement, donc à se détacher, etc., afin de trouver le nectar d'immortalité. C'est un mythe qui est absolument extraordinaire parce que on trouve aussi des racines de yoga dans ce mythe. On trouve donc toute une cosmogonie, une métaphysique, une psychologie. Enfin, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et ce qu'il y a de très très intéressant, c'est que à un moment donné, donc quand il y a la distribution du nectar d'immortalité, un des démons qui s'appelle Svarbanu, il va se cacher entre le soleil et la lune pour boire le nectar. Et à ce moment-là, Vishnu, enfin le soleil et la lune le dénoncent à Vishnu, et Vishnu va le couper en deux avec son chakra. Mais qu'est-ce que c'est que le chakra de Vishnu? Sa roue, c'est une roue qui a 108 dents, et c'est le zodiaque. C'est l'écliptique. Donc c'est un mythe astronomique, puisque les nœuds lunaires sont la résultante de la danse de la lune et du soleil. La lune qui passe sous l'écliptique, au-dessus de l'écliptique, sous l'éclictique, au-dessus de l'écliptique. C'est ça, les nœuds lunaires. Donc on retrouve l'explication astronomique dans ce mythe. C'est absolument génial. Hein, on a quelque chose. Personnellement, j'étudie ce mythe depuis au moins 30 ans et j'arrive encore à trouver des connotations qui m'avaient échappé. Parce que là, je le résume en 5 minutes, mais voilà, c'est quelque chose de très, très profond. Là aussi, hein, je l'ai traduit de 2 ouvrages différents. Je l'ai traduit du Ramayana et je l'ai traduit du Bhagavad Gita sur mon blog. Donc le mythe, il est décrit en français sur mon blog pour les gens que ça peut intéresser. Ça s'appelle Les nœuds lunaires et le nectar d'immortalité. D'accord, très bien. Je vais mettre l'article en lien de cet épisode et
Voilà, bon, vous pouvez chercher sur Google, mais je vous le mettrai quand même en lien de l'épisode. Ah, mais c'est extraordinaire. Et c'est là, et d'ailleurs, c'est là pour revenir au départ de notre discussion. Je me suis toujours demandé quand même, parce que Dane Rudhyar, c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé. Il appartenait à la société théosophique. Donc il a été, on le sait, très influencé par la société théosophique. Mais la société théosophique était en Inde, à Madras. Et donc, normalement, enfin, j'espère, il avait connaissance de ce mythe. À moins que non. À moins que non. C'est possible hein, qu'il n'en ait pas eu connaissance. C'est possible. Hein, il vivait une époque où les sources étaient plus difficiles à trouver. Même si moi, personnellement, j'ai trouvé les sources dans des ouvrages qu'on trouvait, qui avaient déjà été traduits en anglais à son époque. Donc, Oui, bon, je suis peut-être un petit peu dure, mais c'est les années 70, il y avait quand même énormément d'Occidentaux voilà, qui allaient en Inde, hein, évidemment, comme vous aussi Bernard, mais qui s'appropriaient et qui picoraient autour de la culture sans forcément s'intéresser aux sources anthropologiques ou historiques, voilà, culturelles, et qui prenaient juste des choses qui les intéressaient pour voilà, reconstruire un peu un autre système de croyances. Donc je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Dane Rudhyar, voilà, qui a peut-être pas cherché plus loin oui, que certains préceptes, à mon avis. oui. Et je pense que ces travaux sur les nœuds lunaires sont, enfin, il me semble, c'est même un peu antérieur, quoi. Parce que la société théosophique, la grande époque de la société théosophique, c'est les années 30, par là. Et on retrouve l'enseignement théosophique dans la vision des nœuds lunaires de l'astrologie humaniste et plus tard de l'astrologie karmique. C'est-à-dire ce que personnellement, bon, je suis peut-être un peu dur aussi, mais j'appelle ça une vision scolaire de la destinée. C'est-à-dire, on vous dit, voilà, vous avez des vies, alors vous êtes né avec votre vie actuelle et vous devez graduer, hein, vous devez passer passer à l'étape suivante, mais il faut d'abord que vous remplissiez votre contrat pour cette vie, et ce contrat, il est marqué par Raoult, d'accord? Et si vous n'y arrivez pas, eh bien, Ketu va vous tomber dessus dans votre vie suivante, et il va falloir recommencer, et quand vous aurez réussi à résoudre ces problèmes psycho-émotifs, eh bien, vous passez dans la classe suivante, jusqu'à évidemment, à un moment donné, éventuellement, avoir votre diplôme d'illuminé, quoi. C'est c'est une vision, euh, je sais pas, qui pour moi est extrêmement simpliste de la spiritualité, très très Oui, il y a simpliste. quelque chose à laquelle je suis très, très attentive au niveau de la spiritualité et qui correspond totalement à ce que vous dites. Oui, Avec la société théosophique, c'est la notion de performance, de prouver en fait qu'on est digne, de montrer qu'on est capable et de représenter aussi un idéal. Donc il y a vraiment, voilà, avec le nœud nord, je pense qu'on est à la quintessence de cette dynamique qui est très particulière et je pense à laquelle on devrait se détacher oui, parce que voilà, on le sait, c'est quand même nettement plus oui, complexe. Et d'ailleurs, en regardant vos travaux autour des nœuds lunaires, il y a quelque chose qui m'a frappé. Je l'avais entendu un million de fois, évidemment, mais ce oui, clivage, en fait, entre le nord et le sud, euh, oui, en fait, il m'est apparu comme super violent, quoi. Encore une fois, il y a cette notion du nord qui est évoluée et du sud qui est sous-développé ou qui nous amène à nous sous-développer quelque part. Enfin, et finalement, je pense que c'est une vision aussi du monde qui porte beaucoup plus loin que l'astrologie ou la spiritualité en tant que telle. Je pense que c'est aussi, comme d'habitude, la source de la culture dans laquelle on vit, en fait, à l'heure actuelle. mais alors attention, attention, en défense malgré tout de Roudiard, parce que j'ai cherché beaucoup à comprendre cette dichotomie, effectivement, nord-sud, on la retrouve également en Inde. Ce qui est normal parce que nous vivons dans l'hémisphère nord. D'ailleurs, les hindous, par rapport au soleil, alors il y a la notion de Uttarayana, c'est-à-dire le sentier du nord, qui est considéré comme le Devayana.
c'est-à-dire le sentier des dieux, le sentier de la lumière. Et c'est toute la période qui va du 21 décembre au 21 juin, c'est-à-dire du solstice, quand on remonte vers la lumière. Et je crois que c'est le Dakshinayana, c'est-à-dire quand ça part vers le sud, eh bien, c'est l'inverse. On repart vers le sentier ténébreux parce que le soleil va disparaître là-bas tout au sud. C'est normal parce que toutes ces civilisations, autant la nôtre que la civilisation hindoue, se sont principalement, je dis bien principalement parce que l'Inde, enfin, oui, l'Inde tout entière est quand même dans l'hémisphère nord. Donc, à cause de cela, il y a cette notion, et d'ailleurs, on retrouve ça dans la vision des nœuds lunaires par William Lilly. Il dit oui, ça monte vers le nord, donc c'est bon. Ah, ça descend vers le sud, donc c'est mauvais. Et c'est pour ça que là, j'ai trouvé par contre chez les astrologues hindous une très grande finesse, parce qu'il fallait beaucoup de finesse, d'expérimentation pour comprendre que bizarrement, eh ben désolé, mais c'est le nœud lunaire sud qui est spirituel, et c'est le nœud lunaire nord qui est matériel. C'est très étrange parce qu'ils ont quand même eux aussi cette dichotomie nord-sud malgré tout. Donc c'est à mettre à leur crédit de très grands astrologues, il me semble. Oui, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez représentatif aussi qui ressort de là, évidemment, quand on le traduit par les saisons et tout ça. On comprend, en fait, hein, le fondement. Mais là, il y a cette verticalité, en fait, qui passe pas. Il y a cette notion de haut et de bas qui ressort, alors que en réalité, les nœuds lunaires sont pas verticaux, ils sont horizontaux, et comme vous le dites, c'est cette notion de travail ensemble, en fait. Cette polarité, elle est indissociable, et il n'y a pas cette notion, encore une fois, de séparation, en fait, qui s'opère. Donc c'est comme un horizon qui s'étend devant nous, ces nœuds lunaires. Donc on voit qu'il y a cet espace de communication entre les deux, si j'ai bien compris tout ce que vous nous avez dit, Bernard, vraiment ok, dans ce barattage cosmique qui revient dans le mythe, je vous invite à aller voir le site de Bernard, vraiment, on voit qu'il y a cette communication constante où la matière du nœud nord et l'amplification tangible et l'attachement et toutes nos expériences, nos désirs, nos passions portées par le nœud nord vient alimenter le sens du nœud sud, et on voit en fait cette circulation continue, indissociable entre les deux qui anime notre vie. Oui, d'ailleurs, c'est vraiment c'est pour ça que j'aime bien cette cosmogonie. C'est-à-dire, c'est quand même la question que tout le monde se pose régulièrement. Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que je nais et puis je vais finir par mourir? Mais à quoi ça sert tout ça? Et avec les nœuds lunaires, on a une certaine réponse. Dire, ah ben voilà, bah tu nais, c'est pour vivre des expériences et tirer le sens, comprendre le sens de ces expériences. Et donc, c'est cet équilibre entre Raoult et Ketu. Et à nouveau, avec un Raoult obligatoire. On ne peut pas faire l'économie des expériences de Raoult. Mais les démons, les asuras, ne sont pas spécialement méchants ou mauvais. D'ailleurs, je crois qu'il s'appelle Bali, le roi des asuras de cette époque, quand on fait le baratage, et il est considéré comme un grand sage. Il est considéré comme un grand sage. Par contre, Indra, le roi des dieux, franchement, il y a des fois, il est limite dans sa façon d'être. Mais c'est plutôt parce que c'est nous, c'est comme nous sommes. Nous sommes en quête spirituelle et en même temps, eh bien, nous sommes tentés par des tas de choses, etc. Nous sommes très complexes. Et les nœuds lunaires représentent cette complexité. Il y a pas, on n'est pas dans Tintin avec vous voyez dans Tintin là, le diable d'un côté et l'ange de l'autre avec son auréole, quoi. On n'est pas comme ça. On est sans arrêt dans ce mélange des deux, tiraillé par les deux, et c'est à nous de comprendre toutes ces subtilités afin d'avancer vers une véritable compréhension. Oui, donc on est encore dans les mêmes thématiques, hein. Sortons du haut au bas, de cette verticalité autour de... Il faut atteindre
un certain objectif, hein, le sommet de quelque chose, cette spiritualité scolaire là, comme vous le disiez, que j'aime beaucoup. Ouais, j'adore cette expression. Et en même temps, enfin, ce qui ressort aussi autour de ces enjeux de performance et de capitalisation aussi spirituelle, c'est la notion de développement personnel. Donc là, on voit qu'en fait, derrière ce message, on veut tout le temps défendre cette optimisation individuelle, le fait de devenir la meilleure version de soi-même, d'aller courir derrière une vision idéalisée de ce que nous pourrions être ou de ce que nous sommes censés devenir, et de la maximisation de nos êtres, chose à laquelle je pense on a tous été réceptifs à un moment donné dans l'astrologie, parce que c'est la culture astrologique contemporaine et moderne quand même. Je pense que c'est des choses qu'on commence à déconstruire aussi en se renseignant sur des visions qui sortent de notre perspective super occidentale. Oui, c'est un peu ça, c'est une vision, oui, c'est une conception scolaire de la destinée, effectivement, quoi. Parce que c'est marrant, parce que un des tout premiers, avant même Roudiard à avoir travaillé dans cette direction, c'est Alan Léo, et qui était aussi dans la société théosophique. Donc ils ont apporté, hein, je pense, des choses tout à fait intéressantes, mais cette vision de la théosophie les a un peu, pas corrompus, mais on retrouve dans la société théosophique, on avait le révérend Leadbeater, qui était bon, un des chefs de la société théosophique. Et alors lui, il disait qu'il était en contact avec les maîtres tibétains invisibles, qui étaient les gourous de Helena Blavatsky, hein, qui était très célèbre et qui a fondé la société théosophique. Donc elle était morte depuis déjà longtemps, la Blavatsky, là. Mais lui, Leadbeater, il distribuait des points. Alors il disait, ah, j'ai reçu une communication, et alors telle personne, vous êtes en probation, vous avez avancé d'un niveau, etc., etc. Et il y avait tout ça, toute cette vision très scolaire. Et alors les gens, alors voilà, ils étaient censés méditer, être chastes, etc., etc., afin d'avancer de plus en plus dans cette vision de développement personnel, spirituel et personnel en même temps. Et il semblerait que Alan Léo, Mark Edmund Jones, je crois qu'il travaillait à un moment donné, enfin, il était assez proche de Dane Rudhyar, et Dane Rudhyar, trois astrologues qui ont laissé un des grands noms de l'astrologie, étaient tous les trois conditionnés par cette sorte de vision imposée par la société théosophique. D'où, oui, bien sûr, bien sûr. Donc c'est assez intéressant, et pour moi ça fait partie de l'occidentalisation de la philosophie orientale, avec karma égale punition récompense. Il y a vraiment cette notion punition récompense qui est très très présente. Et quand j'y vivais en Inde, j'étais souvent très marqué. Je me disais, bah, c'est quand même marrant, les Indiens, c'est eux qui ont inventé ça quand même et tout ça. Mais ils sont beaucoup moins, euh, ils sont karma au sens causalité pure. Donc, d'accord, je fais un truc, eh bien, cette chose a des conséquences. Mais il n'y a pas complètement, en tout cas, comme en Occident, dans la traduction occidentale, une traduction totalement morale. Moi, j'ai toujours été très inspiré par Krishnamurti, et Krishnamurti, quand il parle de l'attachement et du détachement, il dit, bon, donc pour moi l'attachement c'est Raoult évidemment, il dit, vous ne pouvez pas décider consciemment de vous détacher, c'est-à-dire d'aller vers Ketu. Ce que vous pouvez faire, c'est comprendre la mécanique de l'attachement, donc comprendre Raoult, donc comprendre le sens des expériences, afin de déboucher sur Ketu, qui est le sens lui-même des expériences. Donc c'est comme ça, hein, c'est cette dynamique qui fonctionne.
vivre les expériences sans arrêt et sans arrêt être dans la compréhension du sens des expériences. Oui, donc c'est vraiment magnifique en fait comme vision autour des nœuds lunaires, parce que déjà ça remet énormément d'harmonie en nous. On vient pas désaimer une partie de nous-mêmes, en l'occurrence le nœud sud, et on peut comprendre aussi comment mieux vivre notre nœud nord, parce que en remettant de la conscience sur cette notion de sens, ces fondations émotionnelles, sensibles, intangibles, voilà, tout ce qui vient nous nourrir en fait de l'intérieur avec le nœud sud, c'est quelque part ce qui vient nourrir, c'est les racines hein, un peu encore une fois de la matérialisation et du tangible et de la concrétisation de ce que porte le nœud nord. Et donc si on oublie ce sens pour matérialiser ou pour concrétiser voilà, les choses dans notre vie, on est comme un arbre déraciné, quoi. Enfin, je vois pas d'autres analogies, mais c'est une très très belle vision et je trouve que ça crée une réconciliation intérieure. En tout cas, moi je le ressens comme ça, parce que les nœuds lunaires, c'est vrai qu'il y a toujours cette dialectique autour du fait que le nœud nord, c'est notre zone d'inconfort, c'est un espace qui nous met mal à l'aise et qu'on n'ose pas vraiment mettre en avant ou vivre ou exploiter ou capitaliser encore une fois. Et le nœud sud, c'est notre zone de confort, c'est des expériences qu'on aurait déjà vécues, déjà expérimentées et qui viendraient nous ralentir parce que, entre guillemets, c'est du déjà vu, donc on reste dans des patterns répétitifs et qui viendraient nous enliser, voilà, nous bloquer, nous laisser en stand-by en fait dans notre vie. Donc la plupart des astrologues, et c'est normal, hein, j'ai pu tenir ce discours aussi parce que c'est la culture globale autour de l'astrologie qui autour des nœuds lunaires qui s'est quand même détaché du mythe initial et qui s'est détaché, je pense, de certaines sources historiques, vient défendre cette idée que je pense il est important vraiment de déconstruire ou en tout cas de porter un regard beaucoup plus nuancé. Oui, oui. Bah après, c'est ça, c'est toute cette notion, bon, oui, je sais pas, cette drôle de notion que le nœud sud serait une sorte de zone de confort. Oui, c'est assez. Je pense il y a sans doute des liens. Là, j'en parlais sur un forum il y a pas longtemps parce que euh, Samuel Jan Gutenberg, là, je vous avais envoyé un peu son lien, je crois. Lui, alors lui, il a connu Dain Roudiard. Il l'a connu, il a travaillé avec lui et tout. Donc il a cette vision évidemment des nœuds lunaires. Mais il n'y a pas très longtemps, il a mis tout un lien très intéressant sur par rapport au livre de Yogananda, autobiographie d'un yogi, et où le gourou de Yogananda, Sri Yukteswar, parle d'astrologie, etc. Donc c'est pas mal intéressant. D'ailleurs, il y a des belles références. Et moi, j'ai commenté parce que justement, tout à fait étrangement, eh bien, je me suis retrouvé, j'ai été initié au Kriya Yoga. Donc là, ça devait être en 79, je crois, à Katmandou, et avec Ketu, qui transitait exactement sur mon Mercure en 9. Mais alors vraiment, au degré près. Et ça peut être lu de tas de façons différentes, parce que lui, j'ai été initié par un vieux gourou qui s'appelait Ganesh Baba, moi il m'a dit à l'époque qu'il avait 94 ans. Il était vraiment, voilà, il était très drôle, je dois dire. Et il me disait, oui, tu es un extra-cérébral nostalgique, c'est ton passé de yogi dans une vie antérieure qui t'a ramené ici. Et voilà. Et donc Ketu effectivement sur mon Mercure en neuvième maison. Mais en fait, pour moi, mon Mercure en neuvième maison, c'est l'essentiel de ma vie présente. C'est pas mon passé. C'est ce que c'est. J'écris,
hein, j'écris, je cherche, j'interprète. Enfin, mon Mercure en œuf, c'est une place. Enfin, c'est un. Voilà, c'est quelque chose de très spécial dans cette relation. Donc, on peut se dire, ah oui, tiens, il avait peut-être raison, pourquoi pas. Mais en définitive, la relation par rapport à une vie au passé et dont il faudrait se couper, c'est quasiment le contraire. C'est plutôt même peut-être des richesses qui ont été amenées et qu'il faut actualiser dans le cadre des expériences présentes. Donc on voit là aussi que c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus mélangé. Oui, donc en fait, en suivant ce principe-là, le passage du nœud sud sur votre Mercure natal, selon les enseignements voilà, de ce guide spirituel indien, c'était plutôt quelque chose de gratifiant qui venait débloquer des capacités ou une sensibilité mercurienne, voilà, Oui, d'une certaine façon, positive dans votre vie. parce qu'il y aurait. Et après, attention, hein, pour moi, bon, j'aime bien être très très méfiant sur ces choses-là, mais si l'on accepte le cadre des vies antérieures, eh bien, je me retrouve avec avec Ketu, donc qui est soi-disant soi-disant le nœud lunaire confortable, etc. Bon, je suis là-bas pour plusieurs années, à des milliers de kilomètres de chez moi, à une époque où il n'y avait pas de téléphone, pas d'internet, rien du tout. J'étais pas spécialement dans une zone de confort. Et je me retrouve en plus à vivre des expériences très très déstabilisantes en définitive, très fortes, très riches. Donc pour moi, c'était plutôt l'aventure, beaucoup plus l'aventure et l'apprentissage que me reposer sur des choses déjà faites, quoi. Donc c'est compliqué. Ah oui, ouais, mais je suis complètement d'accord, hein. Objectivement, c'est pareil pour moi. Mon nœud sud en 4, c'était très loin d'être une zone de confort ou un espace de facilité. Et après, la chose où je vais apporter un peu plus de nuances, c'est que dans le milieu spirituel, et même, enfin voilà, la psychologie et le développement personnel, quand on entend zone de confort, c'est pas forcément des choses positives, c'est aussi des choses type pensée limitante, c'est des choses qui peuvent être compliquées pour nous, mais qui nous laissent dans un espace de sécurité qu'on ne veut pas dépasser, même si en gros ça ne nous sert pas. Et donc, on va rester dans un pattern ou dans une Ouais. façon de faire les choses qui, même si elles sont difficiles, restent les nôtres et donc sont rassurantes. Voilà, en gros, c'est ça qui est entendu par la notion de zone de confort, qui n'est pas forcément à prendre au premier degré. Mais sinon, oui, je suis complètement d'accord avec cette notion de déstabilisation et de vulnérabilisation aussi qui peut rentrer en ligne de compte. Encore une fois, c'est pas systématique avec le nœud sud, mais je pense que dans le nœud sud, il y a ce retour vers l'intérieur. Et après, quelles Ouais. sont les circonstances de ce retour vers l'intérieur ou de cette sensibilité exacerbée ou de cette réceptivité aussi, de cette notion extrêmement spirituelle. Je pense que le sens est très dur à trouver hein, dans notre aventure humaine. C'est des choses voilà, qui sont de l'ordre du voyage ou de l'apprentissage. C'est un chemin, en fait, de trouver du sens et de s'éveiller à de nouvelles perspectives. Donc, en général, je trouve que la quête de sens évoquée par Ketu et donc par le nœud sud est loin d'être une promenade de santé. Hein, globalement, je pense que regarder à l'intérieur de soi, c'est l'une des choses les plus dures. Après, ça dépend aussi en fonction des sensibilités. Pour d'autres personnes, ça sera plus simple. Mais en tout cas, je pense que ce qui est problématique, c'est de tomber sur des interprétations comme une conjonction à telle planète avec le nœud sud. Ça va être extrêmement problématique. Ça va être une source de déception, une source de souffrance, une source de perte systématique. Et c'est des choses sur lesquelles j'ai pu tomber et qui m'ont fortement dérangée. Parce que oui, voilà, individuellement, personnellement, autour des lectures du thème astral que je fais avec mes consultants, mais aussi dans ma vie intime et personnelle liée à mes proches, ces interprétations ont été, je trouve, assez dommageables. Enfin, en tout cas, elles ne représentent pas la façon dont moi, je souhaite communiquer avec l'astrologie. Et c'est pour ça, je pense que c'est hyper important, en fait, de communiquer sur d'autres façons de transmettre autour de ces nœuds lunaires. Oui, oui, bien sûr.
Mais je pense que un bon apprentissage de l'astrologie passe par là. Moi, ça m'est arrivé de différentes façons, ou justement de refuser. Je me souviens justement, Alan Léo, il m'avait beaucoup inspiré, mais si je lis ce que me dit Alan Léo sur certains aspects de mon thème, c'est terrifiant. Et, et donc dire, ah ben non, je ne suis pas forcément d'accord, je regarde mon thème et je travaille dans d'autres directions et j'arrive à vivre des placements planétaires, etc., de façon entièrement différente. Parce que bon, c'était un astrologue qui jugeait beaucoup et justement, voilà, toujours ce point de vue théosophique un peu bien. Oui, oui, voilà, et il y a des choses. Alors lui, lui, Soleil Poisson, Lune en Scorpion, c'est terrifiant, quoi. C'est pire que tout, en fait. C'est quasiment pire que tout. Oui, c'est fou comme on vient entretenir une vision très catastrophée des placements astrologiques. Moi, je le vois voilà, systématiquement avec les apprenants et les apprenantes. On va tout de suite sauter à des conclusions les plus dramatiques ou imaginer que tel placement, tout de suite, on est dans la perdition, on est dans l'addiction, on est dans des choses extrêmement graves, quoi. Et c'est vrai que ça Oui, se recoupe complètement avec cet héritage théosophique, avec cette vision très moraliste et aussi des résidus, je pense, culturels autour d'une vision voilà, très chrétienne oui, de la spiritualité et qui entretiennent une sorte de clivage et qui, des fois, manque de nuances, mais on est rattrapé par ça parce que voilà, ça fait partie de notre environnement depuis toujours oui. et voilà, et encore une fois, quoi, c'est des choses à repenser. Surtout que, en réalité, la théosophie n'a rien à voir avec l'astrologie au départ. Donc on voit qu'on a un mouvement en fait spirituel et un groupe voilà de pensée qui est venu fortement impacter l'art de l'astrologie et qui est toujours en fait en cours sans qu'on le sache vraiment consciemment. Donc merci pour cette conversation. En tout cas, c'est particulièrement, voilà, particulièrement cela, particulièrement donc l'astrologie, on va dire, anglo-saxonne quand même. Hein, parce que en France ou chez les francophones et tout, il y avait plus de réactions face à la théosophie. Mais la théosophie, ça a été quelque chose, un mouvement très très puissant, mondialement connu. Et beaucoup de gens, oui, se sont laissés influencer par toute cette vision qui, au départ, est créée par Helena Blavatsky et puis qui se poursuit et qui est bon, on peut aussi les comprendre, hein, il faut se replacer dans leur contexte, évidemment. Oui, et c'est ça qui est absolument génial avec l'astrologie, c'est que elle s'infuse continuellement d'un certain contexte et d'une culture en particulier, et à chaque étape, on apprend énormément de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, cette culture-là, théosophique, est pertinente? Ouais. Voilà, je suis pas forcément sûre, en tout cas, pour moi, ça vient pas correspondre entièrement à cette notion de voilà de récompense au niveau de la spiritualité ou cette notion de théologie de prospérité, ça correspond plus vraiment à ma façon de voir les choses, mais ça reste en tout cas pertinent d'une certaine manière. Ce que je pense aussi, c'est que ça manque surtout beaucoup de souplesse et de nuances. Et c'est ce que j'espère, en tout cas, dans notre conversation, avoir pu amener et montrer qu'en fait, voilà, l'astrologie, c'est nourri de plein de façons de voir les choses. Je remarque, moi, avec les apprenants et mes apprenantes, j'avais une personne qui était vraiment dans le doute ou dans l'anxiété d'avoir une conjonction du nœud sud à la Tout à part fait, de moi, je trouve que fortune. ah ouais, c'est une très belle conjonction qui a des significations, des connotations extrêmement profondes, extrêmement intéressantes, bien sûr. Ah, bah voilà, on est d'accord, c'est vraiment une très belle conjonction, mais à l'inverse, la personne l'avait pris du type, ah ben, la part de fortune, c'est un accomplissement, mais elle est dans un endroit voilà, de défaillant ou qui vient montrer peut-être un endroit que je devrais, à laquelle je devrais m'écarter. Donc voilà,
au moins, bon, j'espère que si la personne nous écoute, elle y verra plus clair, mais j'espère aussi que pour la globalité des personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui, changeront peut-être de perspective et verront en fait cette espèce de communication magnifique entre le nœud nord et le nœud sud, et surtout cette corrélation entre matière et esprit et apprentissage en fait tout simplement de l'existence, qui je pense, pour un peu le mot de la fin, c'est clairement ce que nous montrent les nœuds lunaires. C'est là où se situent nos plus grands apprentissages et les expériences les plus transformatrices de notre vie. Je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. J'ai été vraiment ravie de vous accueillir sur l'art de l'astrologie. Vous êtes mon premier invité, donc je suis vraiment voilà, très 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 contente. Je voulais vous inviter pour un prochain épisode sur l'ingresse des nœuds lunaires dans l'axe du bélier et de la balance, pour qu'on puisse en parler ensemble, pour qu'on puisse parler des symboliques hypothétiques et tous les enjeux qui peuvent éventuellement se mettre en lumière dans les 2 prochaines années à venir. Donc, dites-moi. Eh bien, Annabelle, j'accepte votre... Ah, ça me fait vraiment plaisir. Avec plaisir. Super. Donc, merci beaucoup, Bernard. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi, de partager votre savoir, vos recherches et votre immense expérience sur l'astrologie. Je pense que cet épisode va voilà, plaire à beaucoup d'auditeurs et d'auditrices du podcast L'Art de l'Astrologie. Je vous dis à très vite, du coup, pour notre prochain rendez-vous. Et je vous souhaite une très très belle fin de journée. Annabelle, merci pour l'invitation et puis à bientôt alors. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a permis de changer de perspective sur les nœuds lunaires et de voir aussi d'où viennent un peu voilà, la culture astrologique et les croyances qui sont la source de l'astrologie contemporaine, moderne, mais aussi les sources plus anciennes qui la nourrissent également. Donc je vous souhaite à mon tour une très très belle journée. N'hésitez pas à commenter cet épisode, que ce soit sur Apple ou que ce soit sur Spotify, parce que vous pouvez donner votre avis chaque épisode et vous... voilà, et partager vos ressentis. Donc, n'hésitez vraiment pas à le faire. Et retrouvez-moi également sur Instagram ou toutes les autres plateformes comme Facebook, Twitter, etc. Je vous dis à très vite. Bye bye.